19h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Le garba est aimé, beaucoup prisé par les Ivoiriens qui sont nombreux à le consommer la nuit. Pourquoi donc ce choix? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international en France, l'ex-premier ministre François Fillon, définitivement jugé coupable dans l'affaire des emplois fictifs, un nouveau procès va déterminer sa peine. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Il est considéré comme une nourriture de base pour les Ivoiriens. Le garba, un mets composé de semoule de manioc appelé atiéké, accompagné de poissons thon frits, est beaucoup prisé par la population. Les lieux de vente ne désemplissent pas le jour comme la nuit. Nombreuses sont ces personnes qui aiment le manger en soirée. Quelle est donc la particularité du garba de nuit? La réponse dans ce reportage de Georgette Ido Fofana. Écumoire en main, châle, la quarantaine révolue, fruit des poissons thon. Il exerce cette activité depuis 7 ans. Bienvenue au Garba Show de Charlie, l'un des garbadromes de nuit le plus fréquenté de Yopougon-Niango Nord. Ça fait 7 ans que je suis dans ce métier-là. C'est mes propres moyens pour que je sois arrivé là. Mais mine de rien, le garba, je ne peux pas mentir. C'est très bon. Moi, je préfère faire mon propre business comme le garba que d'aller faire autre chose. Parce que le garba, il est rentable. Le garba, plat populaire ivoirien à base de semoule de manioc, appelé atiéké, accompagné de thon, essentiellement vendu dans de petites échoppes de rue en journée, est de plus en plus commercialisé les nuits. Cette parade permet à Charles de faire de bonnes affaires. C'est pas toujours on doit manger le garba la journée. La nuit aussi, c'est très bon de manger le garba. Et puis la nuit, ça sort plus que la journée. Ça marche. Ça fait qu'aujourd'hui, le garba fait payer l'école de mes enfants. 5e, 6e, j'arrive à nourrir ma petite famille. À travers ça, il y a un petit maquis dans ma cité. Nouvelle trouvaille, le garba de nuit fait languir Océane et ses camarades, des habitués du garba de nuit. Je mange le garba la nuit parce que le garba de nuit est tellement particulier. Il a un goût exceptionnel. Je mange 4 à 5 fois dans la semaine en tout cas. J'ai venu manger ici parce que il est accueillant, il y a des gros poissons et puis il a des bons assaisonnements. Le garba de nuit a une saveur particulière, différente du garba de jour. Tenu généralement par des jeunes Ivoiriens, le garba de nuit gagne de plus en plus de terrain dans la ville d'Abidjan et s'installe progressivement dans les habitudes des consommateurs. Ce mets a conquis le cœur de beaucoup de personnes, on peut le dire, entre les Ivoiriens et le garba, c'est une véritable et longue histoire d'amour. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire où le canton Toura, sous-groupe du peuple Dan, a célébré récemment la fête des ignames. Cette cérémonie pleine de symboles qui matérialise la sortie des masques et la consommation de l'igname par les nouveau-nés a drainé du monde. Les filles et fils de la région qui avaient leurs invités à leur côté n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le reportage de Gervais Kouassi, correspondant permanent de la RTI Amman, est commenté par Asita Diara. En plus des peuples baoulés, Agni et plusieurs autres sous-groupes du grand groupe Akan de Côte d'Ivoire qui célèbrent l'igname, un culte est aussi voué à ce tubercule en pays d'ombre, précisément chez les Touras, que l'on retrouve dans les localités de Biankouma et Gondé. Cette fête renferme toute une symbolique. La fête des ignames en pays Toura a 2 volets. Il y a la fête des masques et la fête des ignames. C'est-à-dire quand on parle de la fête des masques, c'est la sortie des masques. En plus, les nouveaux-nés, ils doivent être initiés. Donc on leur donne l'igname qui a été préparé. Et ce qui est très important, c'est que les masques sortent de la montagne. Pour certaines personnes, c'est la première fois de voir les masques sortis dans la forêt sacrée. La célébration de la fête de l'igname en pays Toura est non seulement l'occasion des retrouvailles, mais aussi des pérennisations d'une valeur culturelle traditionnelle. Au-delà des retrouvailles, c'est également un moment de pèlerinage pour nous les natifs d'ici. Et on profite encore de cette occasion parce que nous ne sommes pas ici, on est en service ailleurs. Mais pendant cette période, on vient régulièrement promouvoir la culture. On est né dans les bras de cette tradition. Et pour nous, c'est un impératif chaque année de venir puisque c'est une fois par an. Moi, c'est Bonnet, c'est toute ma terre, c'est mon placenta, là, ils ont enterré ça ici. C'est mon inspiration, c'est ma nature, Bonnet. C'est les montagnes, c'est la forêt, c'est les masses, c'est tout. C'est
c'est mon vécu. Et puis c'est ce que je vis. Aujourd'hui, on est bien à l'aise, on est content parce que les sacrifices du village sont faits. Les bonheurs vont s'approcher et les malheurs vont reculer. Les filles et fils Toura comptent faire la promotion de cette tradition au-delà de l'Afrique pour en faire un événement mondial. Nous recherchons à ce que cette fête soit connue internationalement. Avec le nouveau maire, nous avons décidé d'essayer quelque chose. Et puis, après cette fête-là, nous allons déceler ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, pour qu'on puisse nous améliorer encore. Le canton Toura entend faire de la célébration de l'Igname une pièce maîtresse des activités culturelles attractives nationales. Place au rythme et vers à présent avec ce concours de poésie organisé par le club de littérature du lycée moderne de Koumassi. La finale de la première édition de cette compétition interclasse était placée sous le thème « L'école, lieu par excellence de réussite sociale ». Fedanayo, Georgette Ido Fofana. La finale du concours interclasse au lycée moderne de Koumassi a été l'occasion pour 7 élèves, toutes des filles, de s'affronter. Ces candidates se sont qualifiées lors des phases éliminatoires précédentes. Après 2 passages chacune, c'est Oriade Mélissa Gueanyongo, élève en classe de première A1, qui s'est hissée à la première place du classement. Elle a reçu le prix Yemandoa Léonard. Terre d'espérance et d'hospitalité, berceau de vie et de mystère. Chaque souffle de toi résonne comme une prière. Sous le ciel étoilé, ta beauté scintille. Je suis contente parce que durant tous ces jours-là, je me suis préparée jour et nuit en train de répéter. Et puis maintenant, je me rends compte que j'ai gagné. Vraiment, c'est une satisfaction. Ça fait longtemps que j'écris des poèmes. Et maintenant, ce concours était comme une issue pour montrer à tout le monde mon talent. La poésie est une très belle chose. Ce sont de belles paroles que nous arrivons à exprimer à travers un jeu de mots. Et j'appelle aussi tous mes amis à s'intéresser à la littérature et à la poésie. Les organisateurs du programme ont souligné l'importance d'inculquer aux élèves le goût de la poésie et de la littérature en général. L'objectif est de déceler des talents, partie des talents littéraires au lycée, ici au lycée moderne de Koumassi. Donc on va dire que nous sommes à une phase expérimentale, déceler des talents poétiques, puisqu'on parle de la poésie, déjà ici au lycée de Koumassi. Et à partir de cette première étape-là, l'objectif c'est de passer maintenant aux établissements de Koumassi, puis aux établissements de la Draine Abidjan 2 et pourquoi pas à tous les établissements de Côte d'Ivoire. Profitant de l'occasion, le proviseur de l'établissement souligne le rôle d'une bibliothèque dans le parcours scolaire. Dans notre souci de faire en sorte que nos enfants s'intéressent à la lecture en général et à tout ce qui est littérature, eh bien, on a voulu leur donner cet outil-là pour qu'ils puissent véritablement lire et grandir. Chacune des lauréates est répartie avec un diplôme de participation, témoignant ainsi leur engagement et leur talent pour ce genre littéraire. Belle initiative du club de littérature de cet établissement secondaire de Koumassi, un exemple à copier. Parlons autonomisation de la femme à présent. La Fondation Achat, qui œuvre pour un mieux-être des populations, totalement engagée pour l'autonomisation de la femme rurale, surtout celle du monde agricole, a entrepris des actions, notamment le financement des activités génératrices de revenus, l'alphabétisation et la formation en l'entrepreneuriat. C'était au cours de la cérémonie de lancement du festival Achat le week-end dernier à Djangobo, village de la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. Reportage Herman Namien. Ce sont des piliers essentiels de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, elles éprouvent d'énormes difficultés pour mener à bien leurs activités, faute de moyens logistiques et financiers. Elles, ce sont les femmes rurales du monde agricole. À Djangobo, dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou, la Fondation Achat a décidé de venir en aide à celles de la localité à travers l'octroi de petites enveloppes pour le financement d'activités génératrices de revenus, le financement d'un projet d'alphabétisation pour leur permettre de savoir écrire et enfin une formation de notion d'entrepreneuriat. Elles savent maintenant lire, écrire. On va leur enseigner une autre
base de notre programme, on va leur enseigner des notions de gestion, des notions de comptabilité minimale pour qu'elles puissent se prendre en charge. Pour la 3e édition du Acha Festival qui se tiendra en mai prochain, la femme rurale sera au cœur de l'événement. À cette cérémonie de lancement du festival, la marraine de la 3e édition et le préfet par intérim de Yakassé à Tobrou ont salué cette initiative. Décider de prendre des mesures concrètes pour les améliorer et de surcroît les instruire, les éduquer, la Fondation Acha, c'est la racine du mal que vous êtes en train d'extirper. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des membres du corps préfectoral du département de Yakassé à Tobrou à vous accompagner dans la réussite de cette noble mission. Au cours de cette cérémonie, la Fondation Acha a offert 2 broyeuses aux coopératives des femmes pour leur faciliter la transformation du manioc. La pose de la première pierre du bâtiment devant abriter cette unité de transformation du manioc a eu lieu à cette occasion. On n'avait pas de soutien, mais aujourd'hui, en tout cas, je dis merci à la Fondation Acha et au général Clovis. Vraiment, en tout cas, il a trouvé solution à nos problèmes. Nos enfants aujourd'hui, ils auront quelque chose à faire. Plusieurs personnages publics ont été faits ambassadeurs de Acha Festival qui se tiendra les 17, 18 et 19 mai prochains à Yakassé à Tobrou. Restons avec notre reporter Herman Niamien qui cette fois nous conduit dans la sous-préfecture de Bokanda. La présidente de l'ONG Christ Ma Victoire était le week-end dernier dans le village d'Amoroki pour apporter son soutien aux veuves et orphelins de la localité. À cette occasion, elle a fait plusieurs dons de vivres et non-vivres aux couches défavorisées du village. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des complets de pagne pour les veuves d'Amoroki, un village de la sous-préfecture de Bokanda. C'est un don de l'ONG Christ Ma Victoire. À travers ce geste, la présidente de l'ONG souligne que sa structure entend soulager ces femmes qui, en plus d'être des veuves démunies, ont en charge des enfants. Aujourd'hui, les 50 veuves que nous recevons feront partie désormais de l'ONG. Une équipe dynamique sera mise en place pour les aider. Je promets à la belle population de Amoroki que nous reviendrons très bientôt pendant la fête d'Anaya. Au nombre d'une cinquantaine, chacune est répartie chez elle avec des sacs de riz, des bidons d'huile et des complets de paille. Assistant à cette cérémonie, le chef du village d'Amoroki a salué cette action avant d'exprimer sa gratitude à la présidente de l'ONG Christ Ma Victoire. Un sentiment de joie qui m'anime. Je remercie l'ONG qui a voulu un soit peu satisfaire les veuves du village. Je souhaite que ce soit de façon continuelle chaque année que l'ONG pense à ce village. Parce que les veuves ont beaucoup besoin de soutien. En plus des veuves, des équipements agricoles ont été remis aux populations afin de les soutenir dans leurs travaux champêtres. L'ONG entend multiplier ce genre d'action dans ce village et aussi dans les autres localités du pays où les veuves vivent dans la précarité. Une question pour continuer ce journal. Comment le mariage contribue à la paix dans les familles? Pour répondre à cette interrogation, la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a organisé hier mardi une conférence de presse pour annoncer le festival de bénédiction des familles qui aura lieu à Abidjan afin de livrer des astuces pour se garantir un mariage réussi. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Marie Batika, aide-soignante célibataire, aspire à un mariage où le bonheur règne en maître, un idéal pour elle. La vie a une valeur lorsqu'on a un mariage garanti. Quand tu es chez tes parents, tu n'as pas de respect. Mais quand tu es marié, tu es garanti, on te respecte. On dit, ah madame, j'aime ça bien. Dieu n'a qu'à me donner un bon mari qui va me marier, qui va être toujours là pour moi, pour qu'on puisse connaître ma valeur, pour qu'on me respecte. Tout comme Marie, plusieurs autres femmes ont la même vision du mariage. Fort heureusement, pour ces femmes, un festival de bénédiction des familles est organisé par la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire. Son objectif est de proposer quelques pistes de solutions à exploiter afin de réussir le mariage et garantir sa stabilité. Le mariage peut être un facteur de paix dans notre congrégation du fait que l'individu que nous sommes, c'est-à-dire l'homme, et la femme reçoivent d'abord une éducation qui leur permet de mettre Dieu d'abord au centre de leur vie
Et une fois qu'ils sont unis, n'est-ce pas, il y a le respect mutuel dans le couple. Il y a l'harmonie qui se crée dans le couple. Et qu'à partir de là, ce couple vraiment représente l'idéal de Dieu. La paix commence dans la famille et ça commence par l'individu lui-même, c'est-à-dire la femme et le mari. Individuellement, quand nous sommes dans la paix, naturellement, dans le couple, dans la famille, il y a la paix. Et c'est à partir des familles qu'on crée une société. Et c'est à partir des sociétés qu'une nation de paix peut se créer. Une occasion mise à profit par le pasteur Yodes Blé Sibaya, par ailleurs présidente du comité d'organisation, pour délivrer des critères qui apportent l'équilibre de la niche familiale. Il faut d'abord avoir une base d'enseignement du principe divin et faire des séminaires de week-end, de 7 jours et de 21 jours, pendant lesquels on explique véritablement la valeur de créer une famille, faire des tests médicaux. Puisque nous demandons à former des familles idéales, on ne peut pas avoir aujourd'hui des familles malades, des enfants qui naissent de ces familles malades. Pour prétendre participer à cette bénédiction, c'est une autre famille qui coche mon enfant pour qu'il soit avec leur enfant. Ces enfants-là, on les prépare déjà à l'amour, à la paix et de pouvoir rester purs avant le mariage et dans le mariage de pouvoir vraiment rester fidèles. Ce festival a pour thème cette année la contribution du Festival de bénédiction des familles dans la consolidation de la paix dans les familles et dans la nation. La conférence de presse a été marquée également par une visite d'exposition photo. Un mot de sport dans cette édition, c'est ce dimanche que démarre dans la commune d'Adjamé la deuxième édition du tournoi de Maracana organisé par la section jeune de la coordination du Fouta Djallon en Côte d'Ivoire. Durant plus de 2 mois, une trentaine d'équipes seront aux prises. Les organisateurs étaient récemment face à la presse pour annoncer les couleurs de cette compétition. Les détails avec Alassane Drabo. Le coup d'envoi du tournoi de Maracana, dénommé Ligue du Fouta, est donné. Il est organisé par la section jeune de la coordination en Côte d'Ivoire. 32 équipes formées par des ressortissants des villages de la moyenne Guinée vont à l'assaut du trophée. Des innovations pour cette édition annoncées lors du lancement officiel par le manager général. À travers ce tournoi, nous souhaitons créer un cadre de communication, un cadre de sensibilisation, un cadre de communion, aussi bien pour les autorités ivoiriennes, mais également pour les autorités guinéennes, sur tout ce qui concerne, j'allais dire, le vivre ensemble, la cohésion, le respect, vraiment des périmètres définis par les différentes autorités. Nous avons cette année voulu ajouter au programme une journée de don de sang. Une journée de don de sang pour donner des vies, pour sauver des vies. Ce tournoi est un cadre de rencontre et d'épanouissement des fils et filles du Fouta vivant en terre ivoirienne. Ce tournoi, il est présidé par Baba Hadi Merega. Il salue l'initiative de ces cadets. Nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans le sens d'éduquer les jeunes. Et nous sommes très satisfaits de voir la qualité de l'organisation actuelle. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup de Guinéens en Côte d'Ivoire, c'est parce que beaucoup d'entre eux ont quitté pendant le régime de Sékou Touré, se sont installés ici. Ils sont devenus les enfants de Feu-Boigny. Les jeunes ont montré par l'organisation de la première édition et de la deuxième édition qu'ils sont de bons citoyens. Les amateurs de Maracana auront droit au total à 64 matchs tous les week-ends durant 2 mois et demi au centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens à la San Ouattara, situé à Adjamé. Hors de chez nous, Vital Kamerhe a été officiellement désigné candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire en RD Congo pour la présidence de l'Assemblée nationale. Lors d'une primaire organisée hier par la famille politique de Félix Tshisekedi, il a surpassé les 2 autres candidats, Christophe Mbosso, l'actuel président de la Chambre basse, et Modeste Bayati, ancien président du Sénat. Vital Kamerhe avait déjà occupé le poste de président du Parlement congolais de 2006 à 2009 sous Joseph Kabila. Hors du continent, pour terminer, en France, la Cour de cassation a confirmé ce mercredi la condamnation de François Fillon pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, Pénélope, mais elle a renvoyé le dossier devant la Cour d'appel de Paris en lui demandant de se prononcer à nouveau sur la peine. Une nouvelle audience se tiendra donc dans les prochains mois pour réexaminer les sanctions infligées à l'ancien Premier ministre âgé de 70 ans, condamné en appel le 9 mai 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme.
Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.